Rogers Dry Lake, en Californie, dans le désert de Mojave. 165 km² d'une surface plate, brûlée par le soleil, dure comme du béton. Le lit asséché d'un lac. Un environnement peu accueillant. Pourtant, les plus brillants chercheurs, les meilleurs ingénieurs et pilotes d'essai du monde ont été attirés vers ce désert au climat particulier. Offrant une immense piste aérienne naturelle, ce lac asséché fait aujourd'hui partie de la base d'Edwards, élément essentiel de l'histoire de l'aviation, pour y avoir accueilli une famille singulière d'avions purement expérimentaux, désignés par la lettre X. Dernier de la longue lignée de ces appareils, le X-31 est conçu spécifiquement pour explorer les domaines extrêmes de la maniabilité. Comme tous ses prédécesseurs, il se complaît dans l'inconnu, ouvrant de nouvelles frontières à la science et aux technologies. Le tout premier avion expérimental fut le Bell X-1. Conçu et fabriqué juste après la Seconde Guerre mondiale, il est à l'époque l'avion le plus robuste jamais construit. Il doit pouvoir résister aux forces inconnues qui désintègrent alors littéralement les autres avions. Il est destiné à voler à des vitesses encore jamais atteintes, plus vite que le son, dans l'univers inconnu du vol supersonique. Largué de la soute à bombe d'un B-29, le X-1 effectue une série de vols d'essai méticuleusement mesurés. Et à la fin des années 40, l'avion se rapproche de plus en plus de son but. Le petit appareil doit passer à travers un mur d'ondes de choc étranges, théoriquement infranchissable, provoquant de telles vibrations que le contrôle de l'appareil semble impossible. Cette barrière est baptisée le mur du son. Et si un avion doit pouvoir le franchir, c'est bien le X-1. Jay Miller, spécialiste de l'aéronautique. À cette époque de l'aviation, la fin des années 40, toute l'après-guerre jusqu'à la fin des années 50, l'aérodynamique, en particulier dans les domaines transsoniques et supersoniques, n'en était qu'à ses balbutiements. On ignorait toutes les difficultés futures. Ces avions purement expérimentaux sont de véritables laboratoires volants, explorant les zones encore floues de l'aéronautique. Construit pour dépasser Mach 3, 3 fois la vitesse du son, le X-2 doit pénétrer l'enfer de la barrière thermique, là où un avion moins sophistiqué fondrait littéralement. L'élégant X-3 Stiletto révolutionne les méthodes de fabrication des avions et va aussi servir à comprendre un phénomène mystérieux de l'aérodynamique qui permettra de sauver de nombreuses vies. Le minuscule Northrop X-4 Bantam sert à l'étude des appareils sans empennage. Une expérience extrêmement précieuse pour la mise au point de configurations similaires dont bénéficie par exemple le bombardier furtif B-2. Le Bell X-5 peut changer la flèche de sa voilure en vol pour optimiser ses performances à grande ou à basse vitesse, ouvrant la voie à des appareils comme le F-111 et le F-14 Tomcat. Le programme X-6 de Convair est lancé pour tester le concept d'un bombardier à propulsion nucléaire. Les premiers essais sont effectués à bord d'un bombardier B-36 spécialement modifié pour transporter un réacteur nucléaire dans la soute à bombe. De nombreux appareils de la série X vont servir à étudier le vol vertical. Le Bell X-14 dispose du premier système à tuyère orientable et de contrôle à réaction. Le X-13 Vertijet est pointé nez en l'air pour le décollage et l'atterrissage. Le X-22 inaugure une nouvelle configuration avec des hélices carénées orientables pour le vol vertical. Une des plus grandes réussites dans le domaine expérimental, le X-15 emmène ses pilotes tellement haut qu'ils sont pratiquement dans l'espace. Il reste aujourd'hui le plus rapide de tous les avions à voilure jamais construits. En 1967, il dépasse les 7240 km/h. Ressemblant à une machine incapable de voler, l'étrange X-24B fait pourtant partie d'une série d'avions à fuselage porteur qui a servi au développement de nouveaux concepts de vol. On retrouve les mêmes caractéristiques sur la navette spatiale actuelle. Et voici l'un des plus récents appareils expérimentaux, le X-29.
Il met en œuvre les ailes à flèche inversée qui lui offrent une maniabilité encore jamais atteinte. Les avions de la série X symbolisent tous l'extraordinaire. Sur le plan esthétique, et quand on pense à ce qu'ils ont accompli, à leur performance, ce sont encore, même aujourd'hui, les appareils à voilure aérodynamique les plus rapides jamais construits et qui ont atteint les altitudes les plus élevées. Pour des avions extraordinaires, il faut des pilotes extraordinaires. L'histoire des avions expérimentaux est aussi celle des hommes intrépides qui les ont emmenés là où personne n'était encore allé. Cette histoire est également celle des grands ingénieurs qui ont conçu ces machines pour explorer les technologies du futur. La contribution de chacun d'entre eux a rendu possible les progrès de l'aviation jusqu'aux frontières de l'espace. Les avions de combat modernes, comme le chasseur F-15, vont évidemment bien plus vite que le son. Mais ils doivent cette performance aujourd'hui commune au fabuleux héritage des avions expérimentaux, pionniers du vol supersonique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes volant à bord d'appareils aux performances plutôt modestes, comme ce Bell P-63, ressentent de sévères vibrations qui affectent l'avion en piqué à près de 800 km/h. Nombreux sont ceux qui pensent alors qu'il existe un mur invisible à travers lequel un avion ne peut pas passer. Quelques-uns des meilleurs chasseurs de l'époque, le P-51 Mustang, le P-38 Lightning, commençaient à subir le problème de la compressibilité. Et ça se passait très souvent en piqué à grande vitesse, quand ils atteignaient les régions transsoniques, aux environs de Mach 0,8, à des vitesses d'environ 800 km/h. Les appareils plongeaient à pic, prenaient de la vitesse et entraient dans ce domaine. Et brusquement, le pilote sentait que ses commandes de vol ne répondaient pas ou étaient totalement inefficaces. Souvent, il ne parvenait pas à sortir de ses piquets. Les molécules d'air, incapables de s'échapper assez rapidement du chemin de l'avion, sont compressées à l'avant de l'appareil. Des ondes de choc se forment et cheminent vers l'arrière de l'avion, rendant les surfaces mobiles inefficaces et l'appareil incontrôlable. Ainsi, une sorte de mur se crée qui contraint l'appareil à mesure que sa vitesse augmente. Dans les années 40, les avions à hélice sont au maximum de leur performance. Il faut alors chercher de nouvelles voies pour acquérir de la vitesse. Allemands et Alliés parviennent aux mêmes conclusions pratiquement à la même époque. Les technologies britanniques et allemandes du turboréacteur repoussent les limites du vol à grande vitesse. À 870 km/h, le Messerschmitt Me 262 vole 160 km/h plus vite que les avions alliés contemporains. Son propulseur à réaction révolutionnaire est combiné à une aile en flèche modérée, ce qui en fait, pendant une courte période, le chasseur le plus performant de la guerre. Plus incroyable encore, le Messerschmitt Me 163 Comet. Ce minuscule avion à aile en flèche et sans empennage est propulsé par fusée. Il est envoyé contre les formations massives de bombardiers alliés vers la fin de la guerre. Il va devenir l'avion opérationnel le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Cet incroyable intercepteur peut monter en altitude à près de 4260 mètres/minute. Mais après seulement 10 minutes de vol, une fois le combustible épuisé, l'avion doit planer jusqu'à sa base et se poser sans moteur. En 1941, le Me 163 est le premier avion au monde à dépasser secrètement les 1000 km/h, donnant à son pilote Heini Dittmar le titre d'homme le plus rapide du monde. Mais le concepteur de l'appareil, le docteur Alexander Lippisch, n'a pas destiné ce petit chasseur à fusée au vol supersonique. Toutefois, vers la fin de la guerre, il étudie les plans d'un avion à aile delta supersonique, pensant que cette configuration, doublée d'une propulsion par fusée ou par statoréacteur, pourrait le faire évoluer au-delà du mur du son. La fusée V2, bien que sans pilote, prouve qu'une machine faite par l'homme peut effectivement atteindre des vitesses supersoniques. Lorsque l'engin s'élève de son site de lancement, on perçoit distinctement une sorte de bruit d'explosion dans le ciel. Les observateurs viennent d'entendre le bruit de l'énorme compression des molécules d'air.
le premier boom supersonique fabriqué. Le V2 est un missile balistique, il n'a donc pas besoin d'être manœuvrable puisque non piloté. Mais la question subsiste. Un homme peut-il être aux commandes d'un avion à des vitesses supersoniques en gardant le contrôle pendant le passage de la zone critique, le fameux mur? La zone critique ne se situait pas aux vitesses supersoniques. Elle se situe dans la phase transsonique. En d'autres termes, juste entre les vitesses subsoniques et les vitesses supersoniques. C'est dans ce domaine précis que les ingénieurs ne savaient pas vraiment ce qui allait se passer. Après la guerre, on apprend beaucoup des archives scientifiques et techniques allemandes. Le ME-262, le V2 et le Comet sont étudiés en détail. Lentement, l'indéniable avance allemande dans ce domaine vient s'ajouter à la technologie des Alliés pour ouvrir de nouveaux domaines aéronautiques. Depuis les débuts de l'aviation, les essais en soufflerie mettent à l'épreuve les caractéristiques de vol des avions. Dans les années 40, la majeure partie des problèmes sont maîtrisés. Mais les chercheurs commencent à découvrir d'étranges phénomènes lorsqu'ils explorent les flux aérodynamiques à l'approche de la vitesse du son. Dans ces zones encore inconnues, la bonne vieille soufflerie se révèle vite insuffisante. Désormais, le seul moyen de briser ce mur du son est de construire des avions et de les faire essayer par des pilotes. L'un des problèmes des souffleries était le phénomène d'étranglement. Concrètement, ils avaient des problèmes pour faire passer de l'air dans la soufflerie de façon à ce que le flux reste stable et continu. Un phénomène d'étranglement se produisait, qui n'était en fait rien d'autre que la constitution d'ondes de choc à l'intérieur du tunnel. Donc, ils n'obtenaient pas de mesures fiables lors des essais à vitesse supersonique. Les résultats étaient ambigus. Il était difficile de discerner si les informations étaient exactes ou si elles reflétaient avec précision un événement qui se passerait si un véritable avion volait dans l'atmosphère à vitesse supersonique. Grâce aux données techniques et aux résultats d'essais allemands, les Anglais donnent naissance au premier turboréacteur conçu par Frank Whitten. Le de Havilland Vampire sert de base à l'élaboration d'un nouvel appareil expérimental très prometteur. Il est doté d'une voilure en flèche large, mais la double poutre arrière portant l'empennage est remplacée par une dérive verticale et la dérive horizontale est supprimée. L'avion doit explorer le domaine des vitesses transsoniques. Le nouveau DH-108 Swallow ressemble étrangement au ME-163. Avec cet appareil sans queue, les ingénieurs espèrent faire entrer la Grande-Bretagne dans l'ère supersonique. Mais en septembre 1946, le programme Swallow subit un coup du sort. Le capitaine Eric Brown, pilote d'essai anglais, se souvient. Jeffrey de Havilland Jr., chef pilote d'essai de la compagnie, avait déjà fait des vols à l'altitude moyenne de 3000 mètres. Et ce jour-là, il fit descendre l'appareil à 2000 mètres et le poussa à Mach 0,875. À cette vitesse, l'avion s'est brutalement désintégré. Le pilote fut projeté hors de l'appareil, mais ne put ouvrir son parachute. Son corps fut retrouvé dans les marécages de l'estuaire de la Tamise. L'attention se porte alors sur un lac asséché, haut perché dans le désert de Mojave en Californie, près d'une ville du nom de Muroc. En 1948, la région devient la base d'Edwards, aujourd'hui encore principal centre d'essai en vol des États-Unis. Mais au début du siècle, il n'y avait pas âme qui vive. En 1910, les frères Corum, Ralph et Clifford, s'étaient installés ici et avaient fondé une petite communauté. Très vite, en bordure du lac Rogers, ou plutôt de son lit asséché, une gare de chemin de fer avait été construite, puis une poste, une église et une boutique. Pour ne pas confondre le lieu avec une autre ville, les frères lui donnèrent le nom de Muroc, Corum à l'envers. Des années plus tard, entre les deux guerres mondiales,
l'US Navy refuse à l'Air Corps d'utiliser le Pacifique pour ses exercices de bombardement. Après quelques recherches, l'Air Corps découvre ce lac asséché, excellente piste d'atterrissage naturelle et isolée. Dans cette région, la météo permet de voler pratiquement toute l'année. C'est un endroit idéal pour l'entraînement. L'Air Corps y installe une base au début des années 30 et en 1937, le polygone d'entraînement est utilisé régulièrement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la base continue de servir pour l'entraînement au bombardement et l'US Army construit une étrange cible en plein milieu du lac. Le professeur Jim Young, historien de la base d'Edwards. Le Muroc Maru était la maquette de 200 mètres de long d'un croiseur de bataille japonais de la classe Magami. Elle était construite au milieu du lit du lac et permettait aux équipages de bombardiers de s'entraîner au largage à basse altitude. Il se passait des choses intéressantes. Pendant l'été, il y a des phénomènes de mirage sur le lac. Et si on regarde la surface sous un certain angle, on pourrait croire qu'il y a de l'eau dedans. Une route passait près de la base pendant la guerre. Et les gens qui la prenaient en direction de l'ouest, et qui ne connaissaient pas les environs, voyaient ce qu'ils croyaient être un cuirassé sur un lac en plein milieu du désert. La base a reçu de nombreux appels de la part de gens qui croyaient avoir des hallucinations. En 1941, l'Air Force est à la recherche d'un endroit éloigné pour essayer secrètement le Bell XP-59, premier avion à réaction américain. Muroc fut sélectionné pour 3 bonnes raisons. La plus évidente, bien sûr, était la surface asséchée du lac. Mais l'isolation du lieu était aussi très importante. Ce programme resta top secret jusqu'en janvier 1944. Et enfin, le ciel était toujours dégagé, une météo idéale pour voler. Le 1er octobre 1942, le XP-59, propulsé par 2 turboréacteurs General Electric, décolle lentement de la surface brûlante du lac, entre les mains du pilote d'essai de chez Bell, Bob Stanley. Les moteurs sont directement dérivés de la technologie anglaise. Ces vols marquent le début de l'ère des jets en Amérique et témoignent de la première des grandes avancées technologiques du siècle. Alors que le monde se remet lentement des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, Muroc devient le centre d'essai en vol par excellence. L'avion le plus fascinant du monde en 1946 est incontestablement le Bell X-1, construit pour résister aux mystérieuses forces qui apparaissent pendant le vol transonique. Le pilote d'essai Chalmers Slick Godlin est le premier homme à mettre en marche les moteurs fusées du X-1. On racontait toutes sortes d'histoires à propos du danger à passer le mur du son. Comme vous le savez, Jeffrey de Havilland s'était tué à bord d'un avion en essayant de s'y attaquer. Et on savait que la machine s'était désintégrée à cause des forces présentes au moment du passage. Toutes les histoires disaient que c'était extrêmement difficile. Ils avaient donc construit un avion capable de résister à des forces colossales. L'Army Air Force tient absolument à garder secret le X-1 et cherche dans tout le pays un lieu pour son programme d'essai. Les premières tentatives en planée ont eu lieu à Pine Castle, en Floride. Mais Muroc, avec sa météo idéale, son isolement et sa piste de secours extrêmement longue sur le lac, s'avère être l'endroit de choix. C'est désormais le centre d'essai en vol permanent. Pour beaucoup, la vitesse du son était considérée comme une barrière infranchissable. Mais pas pour ceux qui participaient au programme X-1. Ils pensaient que le vol supersonique était une étape difficile, mais étaient persuadés qu'ils y parviendraient. Ce n'était qu'une question de temps. Au cours d'une série de vols d'essai méticuleusement mesurés, le X-1 se rapproche de plus en plus de Mach 1. De l'autre côté du mur, un nouveau domaine attend d'être découvert. Le vol supersonique.